Nous allons maintenant écouter le fruit d'un travail qui vient d'être fait par le Service national Famille et Société à travers tout un tas d'auditions. Monseigneur Brunat va nous en parler pour voilà, entendre ce qu'ils ont appelé l'étude banlieue et on va en avoir un peu la synthèse. Donc je laisse la parole à Monseigneur Brunat. Merci, bonjour à tous. J'ai pas d'image. Il n'y aura que le son. Voilà, il y a 2 ans, on a décidé en Conseil Famille et Société de demander au Service national, qui lui est lié, donc Service national Famille et Société, de mettre en place une réflexion et une analyse de ce qui se vit dans les banlieues, les cités populaires. On a pas mal pédalé dans la semoule sur les concepts. Monde ouvrier, monde populaire, cité populaire, banlieue. Le document, finalement, il a pour titre « Aux périphéries de nos villes ». On est même prêt à payer les droits d'auteur de l'expression. Alors, pendant 2 ans, il y a eu un peu plus de 50 heures d'audition d'universitaires, de politiques, de responsables de mouvements et de services d'église qui sont présents sur ces terrains, d'habitants qui s'organisent à travers la vie associative, des responsables d'organisations syndicales, cadres de vie ou syndicats, organisations professionnelles, chefs d'entreprise, police, justice, enfin, on a essayé vraiment d'ouvrir largement la palette. Alors évidemment, on ne prétend pas avoir fait tout le tour, être exhaustif. Ce qu'on voulait, à l'origine de ce projet, c'était d'apporter des éléments un peu précis sur ces quartiers. On a évoqué tout à l'heure ce qui s'était passé en 2005 et nous avions eu une réflexion en assemblée des évêques à Lourdes. On était intervenus à 2, Monseigneur de Roubaix et puis moi-même, pour... non, pardon, c'est Olivier de Béranger. Monseigneur de Roubaix, j'ai connu plus avant. On était intervenus donc pour un peu une analyse de ce qui s'était passé. Et on s'est dit, faire un peu le bilan de un peu plus de 25 ans d'une politique de la ville qui avait cherché à investir et soutenir le développement social de ces quartiers. On voulait aussi sortir d'une vision misérabiliste ou catastrophiste de ces réalités de cités populaires, de banlieues, qui nous reviennent souvent par les médias. On parle de ces quartiers quand il y a des incidents, où on en parle de façon donc négative. On voulait entendre des gens qui étaient sur le terrain, soit universitaires et on a choisi des universitaires qui s'étaient insérés. Je pense à un sociologue qui avait vécu 5 ans dans une cité et qui avait fait une analyse en immersion et pas simplement depuis un bureau de recherche de l'université. Alors, on a fait d'abord un constat qui est revenu à peu près dans toutes les auditions, c'est ce constat de l'enfermement. Vivre dans ces cités, c'est avoir ce sentiment d'enfermement et de relégation. Et en même temps, paradoxalement, un attachement au quartier que l'on habite. Les habitants ne sont que rarement négatifs par rapport à leur quartier. Ils disent souffrir du regard négatif porté par les autres, par les médias, mais eux aiment leur quartier. Et c'est toujours quand il y a eu des réhabilitations, il y a des maires qui nous ont dit que les réhabilitations avec le transfert de population, c'était toujours cause de souffrance, parce qu'on cassait du lien social. Les causes de cet enfermement et de ce sentiment de relégation
qui n'est pas qu'un sentiment, qui correspond à une réalité. C'est d'abord la rupture avec le monde du travail. L'économique a pour une large part déserté ces quartiers, malgré des tentatives de zones franches, mais qui n'ont pas fait réellement la preuve de leur efficacité. Le sentiment aussi d'une économie d'exclusion, avec comme conséquence de ce sentiment d'enfermement un repli sur la famille, qui devient un lieu de solidarité première, notamment pour des jeunes en précarité. Mais à la fois, comme service national de la famille et société, on devrait se réjouir de l'importance que reprend la famille, mais en même temps, il peut y avoir une perversion. C'est que la famille, on attend tout d'elle, et puis ça renforce le caractère traditionnel de la famille, parce que quand l'espace social, on n'y trouve plus sa place, on réinvestit la famille et on survalorise des traditions culturelles qui peuvent amener la famille à avoir une fonction enfermante aussi, et contribuer à cet enfermement, notamment chez les filles. Voilà un peu, je ne développe pas, le dernier point qu'on pointait, c'était le retrait des services publics. Ces quartiers où il y a un désengagement des services publics. Et puis, le phénomène sur lequel beaucoup d'auditeurs nous ont alertés, des circuits d'économie parallèle, qui en même temps permettent à des familles de survivre, mais contribuent à une désocialisation. Voilà. Premier temps, c'est pour dire, on n'a pas... c'est pas le pays des bisounours. Il y a des problèmes réels. Mais il faut les situer, les analyser. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce document. Deuxième temps, détecter les ouvertures possibles. D'abord, là encore, c'est toujours à partir de ce que nous ont dit les personnes qui ont été auditionnées, être capable de changer de regard. Tout ne vient pas de l'extérieur. Ce qui va permettre à ces quartiers de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent, les ressources pour en sortir sont à l'intérieur de ces quartiers, chez les habitants. Et les habitants ne sont pas sans rien faire. Et là, on a un regard positif à porter sur les capacités et les ressources des habitants à s'organiser, même dans les situations les plus difficiles et les plus écrasantes. Faire confiance. Et ça passe par une conversion du regard. Savoir accueillir l'innovation. Ne pas se contenter de répéter des solutions. Et là, on a constaté que parfois, des processus institutionnels, on est dans la reproduction du même. Des techniciens de l'action sociale qui sont souvent donc chargés de mettre en œuvre des politiques publiques, mais qui ne jouent plus la confrontation avec ce que disent les habitants et ce que portent les habitants. Et du coup, ça tue l'innovation. Or, on constate que les habitants ont de l'imagination. Et dans ces situations difficiles, ils ouvrent des brèches pour sortir d'impasses. Donc, troisième élément, c'est revisiter l'action publique sur ces territoires. Et peut-être pas continuer à stigmatiser, comme on l'a fait pendant des années, de politique de la ville. C'est qu'un dispositif de droit commun, lié à l'éducation nationale, lié à tout ce qui est la politique de l'action sociale, des conseils généraux, etc., qui doivent jouer pleinement leur rôle. Et qu'on ne fasse pas des dispositifs spécifiques qui stigmatisent et qui accentue le sentiment de relégation, notamment dans le domaine de la question scolaire et dans la politique du logement.
Le troisième temps de ce document, c'est de repérer les pratiques qui ont fait leurs preuves, qui se sont révélées pertinentes dans une action sociale qui à la fois permettait aux habitants de devenir acteurs de leur histoire, acteurs dans la vie de leur quartier, et qui permettait de sortir de cette relégation sociale. Alors je ne ferai que les citer, parce que sinon Nathalie va me gronder, je passe le temps. Des dynamiques d'accompagnement dans un suivi global, sortir d'une action sociale par guichet. C'est-à-dire que je vais m'adresser pour la sécurité sociale à un guichet. Je vais à Pôle emploi parce que je suis demandeur d'emploi. Je vais à la mission locale, et là les missions locales qui avaient pour mission de mettre une transversalité dans le suivi des jeunes, de plus en plus se transforment en guichet parce que la demande des jeunes augmente, et puis le personnel n'augmente pas dans les mêmes mesures. Donc, approcher la personne de façon globale. Et ce qui est payant, c'est quand on peut mettre en place un suivi dans la globalité. Une promotion de l'éducation populaire. Alors, c'est revenu très souvent pour dire il y a un déficit des mouvements d'éducation populaire. Le scoutisme, la JOC, les jeunesses communistes, et quantité d'autres groupes qui permettaient à des gens de prendre un peu de distance par rapport à leur vécu quotidien, de se donner des outils d'analyse et de réfléchir à des possibilités d'action pour transformer l'environnement, transformer leur situation. Voilà toute cette définition de l'éducation populaire. Aujourd'hui, il faut réinvestir dans une dynamique d'éducation populaire ces quartiers. Et des choses sont en train de se chercher. Une interdépendance qui est vécue, parfois péniblement, parce que quand on vit dans les difficultés quotidiennes, on se supporte de moins en moins. Et pourtant, il y a un sentiment d'interdépendance qu'il faut travailler à transformer en conscience d'un destin commun. Et là, il y a des initiatives qui sont prises par des associations, par des municipalités, pour permettre à des gens de cultures différentes de prendre conscience qu'ils sont embarqués sur le même bateau. Et que leur avenir, ils ne peuvent pas le construire les uns sans les autres, encore moins les uns contre les autres, mais ensemble, parce que c'est un avenir qui leur est commun. Certains nous ont parlé aussi d'une ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des outils d'action sociale qu'on ne peut pas inventer ou exporter. Mais il y a une pratique de gens qui au quotidien sont sur ces terrains et essayent de trouver les bonnes pratiques et de les formaliser, de les théoriser. C'est beaucoup des travailleurs sociaux qui nous ont dit ça. En disant entre ce qu'on apprend à l'école, et qui parfois est fortement marqué de façon idéologique, et ce qu'on découvre sur le terrain au contact quotidien des habitants, on s'aperçoit qu'on doit réviser nos pratiques au niveau de l'action sociale. L'importance aussi des lieux de parole, l'importance d'un travail avec les familles, les compétences d'usage à développer. Quand les services publics viennent à manquer, il y a d'autres initiatives qui apparaissent, qui émergent. On a souvent souligné l'émergence d'habitants qui assument un travail d'écrivain public, qui sert de médiation entre les administrations et les habitants. Voilà, des compétences qu'on trouve chez les gens, qu'on doit développer et qui peuvent être mis au service de la population de tout un quartier. Autre expression qui est revenue souvent, c'est l'impôt militant. Les associations, ce n'est pas un secret, aujourd'hui, dans une phase de difficulté économique, les subventions à des associations de quartier diminuent de façon drastique. Et ça les met en difficulté.
Alors souvent, quand des financeurs accordent des subventions, on dit quel est l'apport propre de l'association. Eh bien, il y a un travail pour faire reconnaître ce qu'ils appellent l'impôt militant, c'est-à-dire que le bénévolat, l'engagement bénévole d'habitants du quartier, qu'ils soient jeunes ou adultes, doit être monnayé, doit être évalué et figurer dans un budget en disant voilà l'apport propre. C'est pas en termes d'euros, mais c'est en termes de temps donné, de compétences mises au service d'une collectivité. Enfin, toutes les pratiques qui permettent une véritable intégration, créant du lien social où chacun peut trouver sa place avec la spécificité de son histoire et de sa culture. Voilà. Alors, dernier mot, cette analyse qui se veut uniquement une approche de type sociologique. J'allais dire, maintenant, c'est à vous qui êtes sur le terrain dans une perspective pastorale. Ce document qui n'est pas complet, qui est imparfait, bon, il sera à disposition, mais j'allais dire, inventez la pastorale qui va avec. Voilà, un grand merci.